Alors bonsoir et bienvenue Mika Birman pour cette rencontre autour de Booming. C'est un grand plaisir de t'accueillir une deuxième fois en Caraïbes. T'étais déjà venu pour des dystopiales de folie il y a 1 an et demi, c'était en juin. Nous on venait de découvrir Un Blanc, paru chez Anacarsis, mais il était déjà sorti depuis un moment. Donc voilà, une expédition polaire complètement déjantée et nawak qu'on a adoré. Au bout de 30 pages, ça prend une tournure complètement inattendue et ça rebondit en permanence dans des directions qu'on n'attendait pas. C'est des situations à la fois très décalées, vaguement absurdes et en même temps hyper touchantes, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes livres par la suite. Il y a eu chez POL Palais à volonté, et Mickey et le village miniature, plus récemment. Bon, je reviendrai dessus après dans les questions. Et enfin, le chouchou de ma rentrée, ex-aequo avec Lard Hunt, Booming, paru chez Anacarsis. Alors Booming, c'est à la fois facile à pitcher en 2 mots, et c'est assez compliqué à présenter dès qu'on s'embarque dans les détails, un peu. Donc c'est un duo, un petit Colombien terre à terre dont le nom est Pato Conchi. un peu plus long que ça. Pato Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Conchi. Pato Conchi. Quelqu'un sait d'où vient ce nom? Est-ce qu'il y a des gens cultivés dans la salle? Le nom de Los Angeles, il est aussi long que ça au départ, non? C'est pas ça? Non. Je ne devrais même pas le dévoiler, ça, Ouais. cette affaire, mais c'est le nom entier de Picasso. Sauf qu'à la fin, c'est « et Picasso ». Waouh. C'est génial. Et donc, ce petit Picasso et un grand anglais intellectuel, Lee Lighttouch, qui arrive, donc le duo arrive dans un village paumé qui s'appelle Booming pour sauver la femme de Conchi qui a été enlevée par un malfrat qui s'appelle Kid Padoon. Jusqu'ici tout va bien. Mais quand ils arrivent à Booming, ils tombent sur une scène de fusillade figée. Le temps s'est arrêté, les balles sont suspendues, rien ne bouge. Et c'est le début de la galère pour les 2 personnages et pour moi qui vais devoir en parler, parce que ça part dans tous les sens. Le temps coule à vitesse complètement erratique, donc parfois très très lentement jusqu'à s'arrêter, parfois de façon absolument accélérée, on a des dizaines d'années en un battement de cils, et parfois dans un sens et puis parfois à rebrousse-temps aussi. Bref, c'est un vrai bazar quantique. Un bazar. Le duo, les deux silhouettes elles sont décrites dès l'ouverture du livre. Lee Lighttouch et Pato Conchi franchirent la frontière à l'aube. Lee Lighttouch était habillé en cuir, Conchi de lin. Le premier portait un couvre-chef gras de sueur, le deuxième a les boucles au vent. L'un était grand, l'autre rond. Le grand maigre, arborant moustache et barbiche, marchait main dans les poches. Le gros glabre avait glissé une machette dans sa ceinture. Et quand on voit ces deux silhouettes-là, on pense tout de suite au Quichotte et à Sancho Panza. Et plus on apprend à les connaître, plus on y pense. Lee Lighttouch est du genre à parler beaucoup trop, à avoir la beauté dans l'œil. À chaque fois qu'il voit quelque chose, même quelque chose d'absolument terre à terre, ça lui fait penser à des œuvres d'art, à des contes philosophiques, à des choses... tout un bagage de culture européenne, alors que Conchi, il rote, il baise, il cavale avec une machette et il se fait traiter de mexicain. Donc c'est plus concret. Tu disais dans une interview que tu avais envie de parler d'amitié et que le western c'était un genre qui s'y prêtait bien pour toi. Et est-ce que tu peux nous en parler, cette amitié-là entre les deux? D'amitié tout court, d'amitié de Lee Lighttouch et de Pato Conchi. J'avais pas envie d'écrire un livre sur l'amitié. D'accord. Non, mais ça c'est pas un thème de roman. Mais effectivement, dans un western, il y a toujours un duo.
Je ne sais pas. Dans le livre des pirates, il n'y en a pas. Dans la science-fiction non plus, mais dans le western, il y a en général 2 amis. Moitié amis, moitié ennemis, ça dépend. Et de toute façon, au début, je n'avais que ça. Quand au 5e pastis, France Danakassis m'a dit après l'expédition polaire, tu pourrais nous écrire en western. J'avais bu moi aussi 5 pastis et donc je rigolais et j'ai dit non mais on va pas faire tous les genres maintenant, on va pas décliner. Et en rentrant à la maison, un petit titubant, je me suis dit pourquoi pas Sancho Panza, Don Quichotte, en couple improbable, et je les envoie dans un petit village quelque part au Far West, 1880. Et c'est tout ce que j'avais quand je suis arrivé à la maison. Mais c'était suffisant pour engendrer, pour générer un livre à la fin. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu dis que à la page 30, on perd le fil, on perd le nom, moi aussi je l'ai perdu. Hein. J'avais ce couple d'amis, improbable. Je les ai envoyés à Booming. Il fallait bien quelque chose d'extraordinaire à Booming. Donc le temps arrêté, la balle du duel arrêtée au milieu de la rue. Jusque-là, tout allait bien. Et d'un coup, moi je voulais leur faire passer plusieurs jours dans ce village arrêté. J'ai découvert que si tout est figé, tout est pétrifié, l'eau est pétrifiée, le pain est pétrifié, la viande est pétrifiée, ils ne peuvent pas manger, ni boire. Pour vous dire à quel point moi-même je suis parti avec eux dans un booming figé et je n'étais pas préparé non plus. Hein. En tant qu'auteur, j'ai vécu l'aventure avec mes personnages. Première solution que j'ai dû trouver, première aventure, c'est comment nourrir mes personnages. Si tout est figé. Et ça c'est marrant parce que c'est la première fois que le coup du temps figé, il a déjà été traité assez souvent et c'est la première fois que je vois. D'habitude, on voit, dans la tête, il y a cette image du popcorn qui vole et la seule personne qui se déplace pour que le temps est figé le cueille en l'air et le mange. Mais à Booming, c'est pas possible. À Booming, la balle elle vole et on peut pas l'attraper. Il y a des gens qui se coupent, du coup, je sais plus si c'est Pato Conchi ou Light Touch, qui se coupent sur une épluchure de pommes de terre parce que elle bouge pas de toute façon, quoi. C'est lui qui va s'ouvrir. Et c'est la première fois que je vois un temps figé qui ressemble à ça, en fait. C'est pas vraiment une question, mais oui. C'est fascinant. Et d'ailleurs, quand le temps se défige, je vais vous lire le premier passage où ça rebouge. La balle, côté plat en avant, retourne dans le canon. Elle se fige étroitement dans la douille en carton où s'est absorbé le feu de la poudre brûlée. Le percuteur se retire de l'amorce qui avale son étincelle et se révèle intact. Le chien se lève et se met au repos. L'homme rengaine son revolver, se détend et marche à reculons vers la porte de l'hôtel de la gare pour y disparaître. Se tenant au seuil de l'atelier, Conchi sent la résine de pain. Il entend 1000 voix chanter en même temps. Il hurle. Il voit le menuisier tirer le rifleur vers lui et le copeau disparaître dans la fente. D'autres copeaux quittent le plancher, volent vers l'outil et s'engouffrent dans la lumière, de plus en plus rapidement. La planche s'épaissit à chaque passage. Le vieil homme recule vers le mur pour la déposer. Un marteau décolle de l'établi, il l'attrape au vol et se met à frapper sur un cercueil. Le clou entre ses doigts sort davantage à chaque coup. L'artisan le met dans une boîte en fer blanc. De la même manière, il enlève les autres clous, saisit la planche et rajoute du bois en faisant glisser le rabot. Conchi s'approche de la fenêtre et voit passer un cavalier dont la monture galope à reculons à une vitesse prodigieuse. Les ombres se déplacent rapidement sur les façades. Un clébard arrive en sautant cul de vent, lève la patte au-dessus d'une tache sombre au pied d'un poteau et l'urine monte vers sa verge et disparaît. Le menuisier est maintenant assis sur un tabouret. Il s'assoupit un instant, puis saisit une bouteille, l'embouche et la remplit en crachant dedans. Il porte la main vers ses lèvres et produit un quignon de pain qui s'allonge en sandwich sous ses gesticulations frénétiques.
puis il s'affaire à démonter davantage son cercueil, le réduisant en un tas de planches mal dégrossies. Dehors, la lumière prend une allure matinale. La porte s'ouvre, deux gamins rentrent de dos et s'accroupissent dans la sueur. Des cubes en bois volent vers eux et s'empilent en haute tour, qui tanguent en parfait équilibre, puis s'écroulent. Et ces moments-là d'accélération, de ralenti du temps, je crois que c'est mes moments préférés dans le livre. C'est des scènes où les choses vont soit à rebours, soit dans l'autre sens, mais où on sent que c'est pas normal. Et en même temps, c'est super beau. Enfin, on voit les choses, ça parle vraiment. Et alors moi je connais rien au quantique, faut être honnête. Tout ce que j'en ai compris, je l'ai lu dans ce très chouette ouvrage, Le Principe de Jérôme Ferrari, qui est une sorte de biographie d'Heisenberg, un des pères de la physique quantique. C'est hyper bien écrit, c'est hyper touchant et super compréhensible pour la bille en sciences que je suis. Et notamment, il dit... La vitesse et la position d'une particule élémentaire sont liées de telle sorte que toute précision dans la mesure de l'une entraîne une indétermination proportionnelle et parfaitement quantifiable dans la mesure de l'autre. Si nous choisissons de déterminer exactement la position, notre ignorance de la vitesse devient littéralement infinie, ce qui ne signifie pas que cette vitesse existe et que nous ne la connaissons pas, mais plutôt que le concept de la vitesse est alors dépourvu de sens précis. Si nous déterminons la vitesse, c'est la position qui devient floue, comme si l'électron s'étalait dans l'espace pour l'emplir tout entier, jusque dans ses moindres recoins. La vitesse et la position sont donc de pure virtualité qui n'acquièrent plus ou moins de réalité objective qu'au moment de la mesure et jamais ensemble. Voilà, c'est votre culture. Notre gouverne. Et moi, pour moi, ça résonne énormément avec Booming, alors, parce que je l'ai lu juste après aussi. On a un lieu fixe, mais tout y est indéterminé. Les trajectoires des personnages ne sont pas lisses. Elles prennent des virages complètement inattendus, voire sont discontinues en fait. Et je parle de trajectoire des personnages ou d'arc narratif, mais tu le rends visible par la trajectoire des balles qu'on peut tordre alors que ceux qui l'ont tiré ne s'en rendront pas compte, ou la balle sort du revolver et va toucher ou revient dans le canon. Et est-ce que tu as pensé, donc une fois qu'ils sont arrivés sur le temps figé, est-ce que tu as pensé je vais faire un western quantique, ou est-ce que ça c'est une trouvaille de ton éditeur pour en vendre des kilos? Faut rendre justice à ceux qui l'ont trouvé, c'est Anacharsis qui a mis western quantique on dit. Western quantique et c'est très bien trouvé. Moi je rêve de Booming annoté par des scientifiques qui disent alors là c'est pas possible, là ah oui ça me fait penser à ça, là c'est le chat de Schrödinger, là c'est Heisenberg. Moi je suis parti des choses beaucoup plus banales, beaucoup plus bêtes, qui sont des images de films, de morceaux de lecture. Les villages figés, c'est dans Twilight Zone, il y a un village figé, par exemple. C'est Twilight Zone qui était une série formidable, absolument géniale. Dans Memento, quelqu'un voit le film qui commence avec une balle qui part terre, qui commence à bouger. Une douille en fait, et tac, qui revient, qui remonte dans le canon du revolver, ou dans le canon, bon, bref. Je suis plutôt parti de ces genres de choses et pas du tout d'une réflexion scientifique. Donc, le western quantique, ça c'est Anacharsis qui l'ont trouvé après coup. Ouais, ça marche hyper bien, en fait. Enfin, mais il y a quand même un peu Einstein qui fait une... Qui fait une brève apparition. Donc... Et moi, l'impression que j'ai eue à la lecture, c'est que, alors, ça résonne vachement avec la petite note par laquelle commence le livre. Une porte s'ouvre sur le désert, les méchants sont vêtus de manteaux, un homme tire plus vite que son ombre, on aura tout vu, presque tout.
Et en fait, l'impression que j'ai eue à la lecture, c'est qu'il y a cette scène de la fusillade qui est extrêmement classique, qui est vraiment la scène de western du code du genre, quoi, et qu'on va voir toutes les situations possibles à partir de cette scène-là. Les destins possibles pour les personnages, et il y en a plusieurs, qui gagne, qui perd, qui vit, qui meurt, etc., qui a tiré à chaque fois. Je sais pas, on a l'impression que tu t'amuses à prendre un fil, à dire oh, tiens, celui-là je vais le nouer avec ça, waouh, ça fait ça, c'est super. Et si je fais comme ça, waouh, c'est génial. Enfin, on a l'impression d'avoir ce jeu-là en fait. Est-ce que c'est pas du tout ça? C'est absolument ça, mais c'est pire que moi-même, je ne savais pas du tout comment ça va finir, comment ça va se développer d'ailleurs. La première idée, c'était donc Conchi et Light Touch qui arrivent dans Booming figé, et qu'ils restent, et que ça soit figé, et qu'ils tournent autour des objets, et qu'ils ne peuvent pas les bouger, et tout ça. Et je me suis rendu compte au bout de quelques pages déjà que ça va m'ennuyer à mort, quoi. Et les lecteurs probablement aussi. Donc du coup, je me suis dit, tiens, sois maître du temps. On n'est pas maître du temps. Le temps s'écoule pour nous vers notre mort inexorable. Et là, je me suis dit, bon, dans un livre, je peux renverser son cours, je peux les envoyer sur des voies parallèles, dans des temps différents, dans des vitesses de temps différentes et tout ça. Parce que c'était pas prévu. Et j'avoue aussi qu'à un moment donné, je me suis gravement perdu dans ces livres. Moi aussi, bon, si ça peut, je sais pas si ça rassure, mais... Bon, ben ça rassure tout le monde, on s'y perd gravement. Donc, mais le jeu aussi, c'est à la fin, je me suis plus soucié de linéarité, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Et je me suis plus soucié d'explications scientifiques ou de juste une certaine poésie qui se dégage, que j'ai espéré dégager en manipulant le temps comme je veux. Et ça, c'était génial. Bon, ça m'a procuré quelques nuits blanches où je me suis réveillé, où je me dis, maintenant, comment Light Touch va retrouver Conchi? Parce que Light Touch est figé, Conchi est dans un autre booming qui bouge. Bon, voilà. Tous ces trucs-là, pour que ça quel Light Touch et quel Conchi? Et quel Light Touch et quel Conchi et quel Kid Padoun, parce qu'on peut le ressusciter, parce que si on remonte dans le temps, si le temps court à l'envers, on peut même revenir des parmi les morts. Et à un moment donné, au début, il y avait des titres de chapitres. À un moment donné, les différentes lignes de temps étaient colorées de manière différente. J'avais donc des chapitres vertes pour un booming figé, rose pour un booming qui bouge, avec Light Touch, ça c'était bleu. Bon, je commençais à avoir mal à la tête et je me suis dit, on s'en fout maintenant. On va juste essayer d'en dégager un certain parfum du temps, plus qu'une logique stricte et voilà, non. Puisque le temps ne va plus vers un but précis, donc le livre non plus doit le faire. Et c'est là où c'est devenu très, très, très jouissif. Ah oui, là, du coup, je ne peux plus m'amuser. J'ai bien peur que il y a des moments libres de tout attachement au récit. J'ai bien peur que la fin, les dernières lignes Light Touch et Patty Conchi, du dernier paragraphe, ne se rattachent à pas grand-chose. Voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Merci. Merci de me rassurer de la sorte. Non, mais c'est marrant parce que justement, plus on avance dans le livre et plus ça prend une dimension poétique. Et c'est assez marrant que tu dises qu'en fait c'était voulu, quoi. Enfin voulu ou en tout cas travaillé. Alors, sans spoiler, parce que bon, en même temps, un booming c'est difficile de spoiler, quoi. Je vous cache pas qu'à un moment, tout le monde, enfin, chacun va mourir à un moment, mais c'est pas grave. Ben oui, parce qu'en fait, on joue avec des possibilités de western, et en western, ça finit toujours dans le sang, quoi. Au moins pour un des personnages à chaque fois. Et du coup, il y a cet aspect qui pourrait être ce qu'on peut appeler du Weird West,
avec justement des morts-vivants ou des choses comme ça, mais ça ressemble pas à ça, à Booming. Alors c'est du western violent, ça tue, ça lynche, ça tire à tour de bras, mais la mort n'y est pas complètement définitive. Alors je me permets de vous lire une scène qui va donner un petit peu le goût du livre. Alors Kid Padoon est mort. Je vous le dis, on est à la moitié du livre. Mais c'est pas grave. On l'a mis dans un cercueil. Et puis les mecs sont allés probablement boire des coups. Le petit groupe suit le croque-mort dans son atelier. Ne marchez pas sur les cadavres! Oups, pardon, poussez-vous! On entoure le cercueil vide. Je l'avais mis là-dedans, dit la belle. Il s'est échappé, constate la grosse rousse. Avec une balle dans la tête, dit le docteur. On l'a volé alors. Ou alors, dit Light Touch d'une voix sépulcrale, il s'est transformé en ghoul pour manger de la chair humaine. Arrête, Lee, tu fais peur aux filles. Ou en vampire qui boit le sang des vivants. Tu me fais peur à moi aussi, là. Light Touch lève une main pour faire taire les murmures. Personne n'a lu le livre de John William Polidori. C'est l'histoire d'Aubrey, un jeune Anglais qui rencontre un mystérieux gentleman nommé Lord Ruthven. Les filles dans leur entourage disparaissent. Yant, la belle fiancée grecque d'Aubrey, se fait dévorer par un monstre. Pendant un voyage en forêt, Ruthven est mortellement blessé par des bandits. Il demande à Aubrey de l'abandonner au clair de lune. Au petit matin, son corps a disparu. De retour à Londres, Aubrey découvre que le nouveau fiancé de sa sœur n'est autre que Lord Ruthven, vampire ressuscité, et sombre dans la folie tandis que le couple maléfique disparaît dans la nuit. Un ange passe. Connard d'écrivain, dit Gopher, je suis bien content de pas savoir lire. Ou alors, dit Conchi, c'est un cercueil hanté. Bon, ça suit toute une discussion que je passe un petit peu pour vous laisser le plaisir de découvrir et parce que je ne parle ni le latin ni l'allemand, mais il décide de trouver une solution pour voir si le cercueil est vraiment hanté en mettant un lapin dedans. Pour voir si le lapin se transforme. Sam revient avec un lapin blanc dans ses bras poilus. Il s'appelle Pipou, je peux le récupérer après ? Mais oui, mets-le dedans. Ils regardent tous l'animal qui tremblote au fond de la boîte. Il a l'air normal, dit Gopher. C'est pas pour gâcher la fête, mais c'est un cadavre qu'il faudrait y placer pour voir s'il revient à la vie, dit Conchi. Pas un putain de lapin. Le premier qui touche à Pipou est un homme mort, hurle Sam. Voilà, c'était pour le plaisir de Pipou. En parlant de western et de morts qui ont du mal à le rester, je me permets au passage de conseiller Avaler du sable d'un écrivain charmant dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui est sorti chez Asphalt et qui raconte lui aussi un déchaînement de violence dans une petite ville poussiéreuse. Là, c'est deux familles qui s'affrontent depuis longtemps et le fils d'une des familles a été tué. Et quelqu'un a appelé un shérif de l'extérieur pour venir régler le problème. Et c'est un roman qui joue énormément avec les codes du western hollywoodien, enfin tout ce qu'il y a de cinématographique là-dedans. Et donc voilà, il y a un petit souci avec les morts. C'est vraiment très très bien. Mais pour revenir à Booming, est-ce que le fait d'avoir des morts qui des fois vont se balader, est-ce que c'est pour toi la poursuite d'un jeu avec le temps sur il n'y a pas de fin du coup, ou est-ce que c'est quelque chose de plus, enfin voilà, Booming c'est un enfer, donc du coup une fois qu'on est en enfer on peut pas aller dans un autre enfer, ou est-ce que c'est quelque chose de plus poétique, de plus référencé, mythologique, etc., ou est-ce que c'est au contraire la poursuite de cette confusion temporelle? C'est la suite, c'est bien sûr aussi dans un but poétique, mais je voulais pas faire The Walking Dead. Hein. Je regardais les 3 premiers épisodes et après je laissais tomber parce que je trouvais que c'était extrêmement ennuyant, tous ces morts vivants qui déambulent. Non, c'est un jeu avec le temps, donc et que la mort soit présente mais pas définitif, c'est très chouette aussi. Puisque la nôtre l'est. Donc, pour une fois,
pas pour une fois, parce que je viens d'apprendre qu'il y a des autres écrivains qui, d'ailleurs, ça m'intéresse vivement. Mais c'est pas dans un but de faire peur ou de faire réfléchir sur notre mortalité ou je sais pas, la résurrection dans une autre vie. Non, c'est un jeu avec le temps. D'accord. Et donc, puisque c'est un jeu, ça doit être jouitif. La mort, pour une fois, n'est pas tragique, même si elle est violente. Et je veux qu'elle soit violente, parce que c'est un western. Donc, Oui, c'est ça. Enfin, il y a une vraie violence, mais quelque part, la mort, c'est pas grave. Enfin, ce paradoxe-là est super chouette aussi à suivre, quoi. Et du coup, voilà, vu ce que... Je change de sujet, mais tu parles de jouissif. Il y a... Booming, c'est quand même une belle tranche de rigolade. Enfin, alors je parle de lynchage, de fusillade, de gens qui sont morts, de balles perdues etc. Mais il y a quand même une énergie hyper communicative. Il y a toujours, comme dans tous tes livres, une dimension vaguement priapique come on. Alors, par exemple, ok, très bien. La preuve. Je trouvais que c'était pour une fois un livre très, très, très calme de ces côtés-là, quoi. Alors, peut-être un peu plus calme que les autres, mais petite anecdote, page 30. Tu te rappelles, alors c'est Conchi qui raconte à Light Touch, qui lui rappelle une vieille anecdote. Tu te rappelles le vieux Sam Green, le trappeur gâteux de God Valley? J'étais dans la foule le jour où il a raconté, sous dans la rue, une chasse de sa jeunesse. Il en était au moment de son récit où il avance à travers la prairie avec une cuisse de biche sur l'épaule gauche, une cuisse de bison sur l'épaule droite, et quand le passage de la diligence l'a fait taire. Une fois le vacarme passé, les gens ont voulu connaître la suite. Sam avait visiblement perdu le fil. J'en étais où? On lui a rappelé. Tu avais une cuisse sur l'épaule gauche, une cuisse sur l'épaule droite. Qu'as-tu fait ensuite? Alors le vieux Sam a crié. Une cuisse sur l'épaule gauche, une cuisse sur l'épaule droite. Eh ben que voulez-vous? Je lui ai mangé la chatte, pardi. Comment oublier ça? C'est une vieille blague bassillaise. Normalement, c'est avec Marius au bar, quoi. Donc ça, c'était au 5e pastis. Et du coup, alors c'est mon humour potache, hein, moi ça m'a beaucoup fait rire. Et tu joues beaucoup dans Booming sur les chocs de registres. On passe de la grandiloquence d'un Lee Light Touch qui va faire des réflexions sur l'art, sur la vie, qui sont superbes et avec des moments d'emphase en plus extrêmement bien écrits, etc. Enfin, il y a un vrai registre chouette et je pense notamment à un monologue vers la fin, mais là je vais pas le lire parce que ça va peut-être casser un peu le... moi je vais vous lire juste première page, premier paragraphe, sans lunettes ça va être très difficile. Alors ils sont en train de voyager vers Booming. Le matin, ils burent une infusion de chicorée. Les nuages à l'horizon n'échangeaient ni de taille ni de couleur, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Sauf le soir, quand ils viraient au rouge, comme d'ailleurs le reste du monde. C'est magnifique, dit Light Touch. Bof, dit Conchi. Voilà, c'est les deux personnages qui voyagent ensemble, qui sont amis, mais sur des bases très, très différentes. Et du coup, voilà, les registres se choquent, et c'est la même chose aussi. Il y a des moments, on a l'impression que c'est des personnages qui sont pas dans le même roman, et qui se sont échappés de leur cadre, et puis qui se rencontrent, et puis qui marchent dans un troisième roman où c'est pareil. Les gens qui parlent de Conchi en disant le mexicain, et à chaque fois, non, moi je suis colombien. Mais c'est pareil, c'est un bouffeur de haricots. Et il y en a un autre qui dit, mais moi aussi j'en mange des haricots. Des espèces de moments qui sont vraiment superbes et hyper touchants. On n'est pas là pour se moquer des personnages. C'est juste... c'est absurde, c'est drôle, quoi. Et je me suis perdue dans... J'avais une question. Mais tu y as déjà répondu. Est-ce que tu t'amuses avec tout ça?
Je suis vraiment pas un écrivain de la souffrance. J'aime assez bien Van Gogh. Je suis aussi guide de musée, donc la peinture fait partie de ma vie, d'autant plus que j'ai commencé à faire les beaux-arts. Je n'ai pas commencé tout de suite à écrire. J'aime assez bien Van Gogh. Mais j'aime pas son oreille coupée, franchement, ça m'énerve. Et cette légende que Johanna von Bonger, la femme de son frère, a mis en route après la mort de Van Gogh, après son suicide, pour exploiter un côté romantique, l'artiste en souffrance, tout ça, ça m'a toujours extrêmement énervé. Je pense qu'on peut, en tant qu'auteur, en tant que peintre, on peut tirer de la souffrance de choses énormes. Mais c'est pas mon cas. Vraiment, 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 c'est... Quand je vais mal, je n'écris pas. Quand je vais très bien, je n'écris pas. Entre les deux, ça va très bien. C'est un plaisir parce que, comme je disais, je n'ai pas une trame tout arrêtée. Donc, je suis mon premier lecteur aussi. Le premier à vivre des aventures avec mes personnages. Pour un blanc, c'était pareil. Hein. Je les envoyais en Antarctique et après, j'ai laissé faire le paysage, les grandes étendues et j'ai laissé la confusion s'installer, mais c'était aussi ma confusion. Et après, j'essaie à la fin quand même d'arrondir tout ça vers quelque chose qui retombe vraiment sur ses pieds. Mais donc, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie d'écrivain de vivre ça comme ça de jour en jour, de ne pas savoir. Donc, je me réveille à 3 heures du matin en me disant « Oh mon Dieu, mais si maintenant je ferais accélérer le temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, qu'est-ce qui va arriver à Conchi et voilà, et je suis tout excité, je me lève, je me mets devant l'ordinateur, je commence à écrire. Ça demande aussi un certain travail à la fin pour tout refondre dans quelque chose qui fait quand même un tout. Mais c'est comme ça que ça se passe pour moi et c'est un vrai plaisir d'écrire de cette manière pour moi. Du coup, tu joues à Mickey. Oui. Ah oui. Eh bien, j'ai jamais pensé à ça. Donc Mickey et le village miniature, c'est exactement cette mise en abîme là. Mickey est un personnage qui vient de perdre ses parents, donc il investit un peu la maison familiale vide, et à la cave il trouve un village miniature. Il pensait que son père faisait des miniatures de train, et en fait non, c'est un vrai village. En fait le village est vivant, avec des personnages absolument minuscules, mais qui bougent, qui font des choses, etc. Et on alterne en fait son quotidien à lui, qui n'a pas grand-chose, et le quotidien de tous ces petits êtres extrêmement bizarres. C'est pareil, il y aurait des choses rigolotes à sortir, mais bon, ce soir c'est plus booming. Et Mickey joue d'abord à l'observateur, et puis après il commence à bidouiller ce qui va se passer. Et c'est... Je dis pas la fin. Tu parles de Van Vogt, c'est impressionnant parce que Booming, il y a du coup cet humour un peu potache, un peu décalé, etc. et qui se prend pas la tête, parce que c'est quand même ça, on se prend pas la tête. Et en même temps, alors moi j'ai pas la culture pour toutes les références qu'il y a, mais à chaque page il y a soit une référence cinématographique au western classique, soit des références picturales, des références culturelles, des références littéraires. Donc le Quichotte j'ai trouvé, mais c'était facile. Il y en a une autre qui était facile. C'est pareil, on va encore voir la poésie de Conchi. Donc c'est Lee qui parle.
J'étais amoureux d'une femme sans bras, dit Light Touch. Un jour, je l'ai vue nue, juste un drap autour de la taille, les cheveux relevés en chignon, le nez large, le menton épais, les seins hauts, le ventre rond, le pied ravissant, sans bras pour me repousser, sans bras pour me tenir. Elle m'a regardé d'un œil absent, sans se plaindre, un peu blasée, un peu boudeuse, pendant que je caressais la chute de ses reins. Comment elle les avait perdus ? Un accident, sans doute. Tu l'as tringlée quand même ? Oui, dit Light Touch. Et du coup, alors, pour ma culture et peut-être pour le plaisir de partager, est-ce que tu veux en parler de ces références, de choses qui ont alimenté comme ça le... Mais d'abord, il y a le cinéma, parce que quand on dit western, on dit d'abord cinéma. Encore que, j'ai appris récemment que déjà à la fin du 19e, les Américains ont commencé à écrire des western pulp. Le dernier cowboy n'était pas mort, la dernière balle n'était pas tirée, quand on a commencé là-bas déjà à transformer tout ça en légende, en mythe, en justification d'avoir massacré des Indiens, des bisons et autres peuplades. Du coup, il y a la littérature, mais nous, c'est d'abord l'image, je pense. En tout cas moi, hein, le western. Alors, j'étais gamin. La télé était noir et blanc. Elle était chez ma grand-mère. Et ma grand-mère l'allumait pas souvent, elle avait peur que l'appareil s'abîme à force de l'utiliser. Donc c'était avec parcimonie. Et donc, je crois, tout le samedi soir, il y avait donc le film. Alors, mes parents regardaient très bien, voilà, dans le programme et en se renseignant si c'est convenable pour les enfants. Donc, j'avais droit à deux choses. J'avais droit à Tarzan et j'avais droit à certains westerns. Et donc, je me rappelle cette magnifique ambiance. On descendait chez la grand-mère, chez le grand-père, qui était d'origine paysanne. Pour eux, la télé, c'était une merveille. Pour nous aussi. Et on dirait que je parle de la préhistoire. Hein. Mais ça remonte à il y a 45 ans. Quoi. Non. Oui, voilà. Moi, j'avais 10 ans. Et ces westerns, mais c'était absolument magique. Je pense que c'était des trucs absolument banals. C'était pas les grands... Ou peut-être c'était les grands westerns. Mais cette ouverture sur un paysage désertique, où un cheval traverse, tac, 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 avec un petit bonhomme dessus, tac, 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 avec une musique, c'était magique. Ensuite, je me suis fabriqué des pistolets de cow-boy. Mes parents étaient strictement contre parce que j'étais élevé dans une idée d'Allemagne d'après-guerre où même les armes en plastique pervertissent l'esprit des enfants, ce qui est peut-être juste, peut-être faux, je n'en sais rien. Et alors là, je m'égare, mais je me rappelle, j'avais des super petits pistolets fabriqués en latte, en bois et tout ça. Et quand ma mère m'attrapait, je disais ah non, 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 c'est un pistolet qui lance des fléchettes, qui endort les animaux, c'est Dactari. Voilà. Donc, c'est une histoire d'image, de télé, et plus tard le film. Ceci dit, il y avait aussi la BD. J'étais aussi interdit de BD, pas seulement de pistolets en plastique, parce que la BD rend la jeunesse bête et les abrutis, et après ils ne sauront ni lire ni écrire. Et donc j'ai acheté sous le manteau à mes amis à l'école des Lucky Luke, que j'amenais à la maison, mais vraiment cachés, et que je lisais sous la couverture avec une lampe de poche. Et je me rappelle, mais c'était délicieux, ces petites images-là, avec ces cow-boys, avec son cheval. C'était génial, c'était fantastique. Allez, on va dans tous les détails. Je me rappelle, dans un Lucky Luke, j'aimerais bien le retrouver un jour, il y a un Indien qui boit. Et donc, l'Indien, il est vert, il tient une bouteille qui est rouge. Et dans la case suivante, il a bu, et c'est la bouteille qui est verte et c'est l'Indien qui est rouge. Mon Dieu, mais pouvoir faire ça, ça m'avait transporté. J'avais 10 ou 12 ans et je sentais que là, il y avait quelque chose de très important qui se passait. Plus tard sont venus les westerns
bien plus tard d'ailleurs, hein. Mais le western, les grands classiques, les John Ford, Raoul Welch fait une petite apparition dans Booming aussi. C'est pas lui qui a fait le meilleur western. John Wayne est mentionné. John Wayne est mentionné, ouais. Dans un western de John Ford et l'autre grand metteur en scène de western. Je vois que vous suivez bien. C'est qui? John Ford et Parker Welch, mais Howard Hawks. Je crois que c'est Eldorado. Et tout à fait au début, John Wayne, cowboy, est dans une cantina, dans un restaurant mexicain. Tout est sépia. Ça, c'est normal parce que la couleur du 19e, c'est le sépia, sauf le vêtement. Il n'y a pas le plastique, ça n'existe pas encore. Donc le monde, surtout au Far West, la monde boueuse, la monde poussiéreuse, est sépia. D'ailleurs, vous me dites si Deadwood, cette formidable série de western, et elle tournait en couleur, mais tout est sépia, tout est gris, boueux, ocre, noir, blanc. Et dans Eldorado, il y a un moment dans la cantina où John Wayne porte un foulard qui a une couleur rose fanée. Il tient un verre émaillé en verre bien vert. Il est assis sur une chaise qui a des boules comme ça, qui sont bleues. Et tout le reste est dans le gris, dans les ocres, dans le noir. Toutes ces images, tout ça, ça nourrit... mais je ne crois pas que chez moi. C'est un western. Et donc, c'est un livre de genre. Et quand on écrit dans un genre, que ce soit le polar, le western, ou, je ne sais pas moi, le pirate ou autre science-fiction, on a déjà toute une musique avant de commencer. C'est pas la peine de tout écrire, parce que dès que c'est un western, je suis très content de la couverture, parce qu'on comprend tout de suite, c'est un western, on est dans le monument de Vallée, et déjà, avant d'ouvrir le livre, on a la musique. D'Enrico Morricone, on a toutes ces images, ils sont déjà là. Donc après, moi, j'avais qu'à broder un peu là-dessus. Je n'avais plus l'obligation de mettre en place tout le décor, comme par exemple pour parler à volonté ou Mickey. Voilà, là, j'étais obligé de tout faire. Pour le western, non. Et donc, du coup, grande liberté d'y aller aussi assez rapidement dans le récit. Mais cette masse d'images, cette masse de sons, de références, on l'a tous. Moi, en tout cas, je l'ai pour le western. Et du coup, c'était pas si dur. Je ne fais aucune recherche. Je ne suis jamais allé sur Internet, je n'ai jamais regardé en Wikipédia comment ça reste. J'ai fait une seule recherche, c'était le prix des choses à l'époque. Parce qu'il y a une petite liste. Alors, si vous voulez savoir combien ça coûtait un bon revolver ou un revolver de deuxième qualité ou une selle de cheval, c'est dans Booming. Ça, j'avais trouvé miraculeusement un site américain qui avait listé tout le prix de toutes les choses à l'époque. Mais sinon, j'ai pas eu besoin de faire des recherches parce que le monde du western était déjà dans ma tête. On peut être un cow-boy à $167.40 ou un cow-boy à $285.45, dit le Marshall à Doug Barlow, qui est en train de diluer son whisky avec une goutte de café. Ouais. Alors, comme l'heure tourne, on va s'arrêter là. Et puis pouvoir du coup reprendre un verre après. N'hésitez pas à en prendre un pour vous et deux pour offrir. Et à demander à Mika des dédicaces et puis éventuellement poser vos questions, etc. N'hésitez pas. Merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous.